Je viens de la Guinée et je travaille pour les jeunes filles. Aujourd'hui, on est là pour ce panel, surtout mettre au centre de notre discussion la digitalisation des activités des militantes et des féministes. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans cette salle. Et ce qui est sûr là, on va passer un excellent moment ensemble. Ne vous inquiétez pas, nos panélistes sont toutes extraordinaires, les unes comme les autres. Chacune fait un travail excellent dans son pays, en sa manière. Et surtout, ce qui est assez important, chacune parvient à impacter comme ça se doit dans sa zone d'intervention. Je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît, mesdames, pour nos panélistes. Applaudissez quand même. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, il est important de savoir que cette conférence explore l'impact de la digitalisation sur la lutte féministe, non seulement en Afrique francophone, mais surtout tout en mettant l'accent sur les stratégies de plaidoyer croisées et l'utilisation des outils numériques pour promouvoir l'égalité des genres et les droits des femmes. Comment les avancées technologiques transforment-elles les pratiques militantes et renforcent-elles les voix des femmes dans la lutte pour l'égalité? C'est vraiment la question centrale aujourd'hui de notre panel et tout au long de notre séance de discussion, vous aurez le temps d'exploiter et explorer les contours de cette question avec nos panélistes. Et pour cela, nous avons autour du panel Madame Fatou Warha Sambé, qui est une journaliste féministe sénégalaise et fondatrice de Warha TV, première plateforme des contenus féministes, YouTube, site web, Facebook. Elle est également coordinatrice du réseau des féministes au Sénégal et conseillère municipale dans la commune de Piki, le Nord. Pikini, c'est ça. Pikine. Alors, je reprends parce que la partie est assez intéressante. Elle est conseillère municipale dans la commune de Pikine. Conseillère municipale. On n'est pas n'importe qui autour de notre panel, hein, quand même. Engagée pour l'égalité des sexes et des droits des femmes. Merci encore Fatou d'avoir accepté d'être avec nous sur ce panel. Alors, après, on a à notre côté notre chic sœur, comme on l'appelle, Amadine Yao. Amadine est une professionnelle de la communication et militante féministe ivoirienne. En tant que social media manager en agence de communication, elle utilise ses compétences pour promouvoir des messages d'égalité des sexes et de justice sociale. Elle est également présidente de Gouttes Rouges, une organisation engagée dans la lutte contre la précarité menstruelle et l'illettrisme lié aux menstruations. Grâce à son dévouement, Amadine œuvre pour l'autonomisation des femmes et la sensibilisation sur les enjeux menstruels dans sa communauté. Bravo Amadine et bienvenue encore une fois. Alors, à ma droite, on a Madame Djenaba Djemé. Djenaba Djemé est une juriste de formation et coordinatrice de l'Institut féministe sénégalais. Engagée et passionnée, elle est porte-parole du comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. En tant que militante féministe, elle est également active au sein de plusieurs plateformes de promotion des droits des femmes et des filles. Son travail et son engagement contribuent à l'avancement des droits des femmes au Sénégal et à la défense de leur dignité et de leur autonomie. S'il vous plaît, Madame Djenaba, sous vos ovations. Et puis, pour finir, nous avons Madame Vanessa Boudi, MeToo. On va laisser Madame Vanessa se présenter et puis voilà, on va commencer. Voilà, c'est ça. Alors, merci de m'accorder la parole. Bonjour à toutes. Je suis ravie d'être parmi vous. Je suis Vanessa MeToo du Congo-Brazzaville, parce que j'ai ma sœur du Congo-Kinshasa là. Donc du Congo-Brazzaville, je suis juriste spécialisée en droit international pénal, activiste pour les droits des jeunes, fondatrice et présidente de l'ONG LONA,
qui est une plateforme qui œuvre pour le transfert de compétences pour les jeunes avec des programmes axés sur l'autonomisation de la femme, notamment dans l'entrepreneuriat, le leadership féminin. Et puis, on travaille sur un projet actuellement qui consiste à apporter des compétences digitales aux femmes dans le milieu rural. Et je suis également ravie d'être parmi vous. Merci. Merci, chère sœur. Comme on le disait, c'est vraiment un plaisir de partager ce panel avec vous et vous l'aurez compris, c'est quand même un panel qui va être assez riche dû aux différents profils que nous avons ici. On va commencer l'échange avec Madame Fatou Warha autour de la question centrale de notre panel. Comment la digitalisation a-t-elle renforcé la visibilité et l'amplification des voix des femmes dans la lutte pour l'égalité en Afrique francophone? D'être là et d'être autour de mes sœurs, et plus particulièrement de Kadiatou de la Guinée, qui est aujourd'hui la coordonnatrice du club des jeunes filles leaders de la Guinée et qui fait un travail exceptionnel. Moi, je dis partout que je suis très impressionnée du travail qu'elles font en Guinée. J'ai été là-bas, j'ai vu de mes propres yeux et je suis juste séduite. Donc, je tenais vraiment à dire ça. Et féliciter aussi les initiatrices de cette université. C'est vraiment une première en Afrique. Et depuis hier, vraiment, nous sommes dans une ambiance indescriptible. Nous sommes contentes et nous ne cessons de récolter de nouvelles connaissances. Et pour ça, je leur dis félicitations. Alors, et je suis aussi hyper contente de partager ce panel avec mes sœurs féministes qui font des travaux merveilleux. Et oui, pour la première question, je pense qu'aujourd'hui, la digitalisation a permis, je peux le dire d'une façon, de donner beaucoup plus de voix, en tout cas de faire entendre beaucoup plus la voix des féministes ou des personnes qui sont dans des groupes marginalisés. Parce que contrairement aux médias traditionnels, si je parle des médias sociaux, parce que quand on parle de digitalisation aussi, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses. Mais nous, je pense, à ce qui nous concerne, c'est beaucoup plus dans le domaine des médias sociaux, c'est-à-dire comment faire pour faire entendre nos voix, nos revendications et ainsi. Donc, contrairement aux médias traditionnels qui donnaient de la visibilité, aujourd'hui, les médias sociaux permettent aux femmes ou aux jeunes qui sont en tout cas dans des groupes marginalisés de pouvoir faire entendre la voix, de pouvoir créer leur propre contenu. Parce qu'auparavant, ça nécessitait beaucoup de moyens. Mais cependant, il y a des moyens, ça nécessite toujours des moyens, mais ces moyens-là sont négligeables comparés aux moyens qu'on pouvait déployer pour pouvoir faire entendre nos voix. Et donc, aujourd'hui, le digital nous permet d'avoir, par exemple, plusieurs plateformes. Je peux parler de YouTube, je peux parler de Facebook, je peux parler de Twitter, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les féministes, mais toutes les autres aussi organisations, organisent des spaces pour parler de ce qui les concerne et pour avoir un temps de parole qu'elles n'ont pas forcément dans d'autres plateformes. Et aujourd'hui aussi, tout le monde, presque une bonne partie des personnes, en tout cas qui sont ici, ont leur chaîne sur YouTube. Elles peuvent elles-mêmes créer leur contenu en utilisant leur portable. Donc tout ça nous permet de mieux visibiliser nos actions. Parce que autant il fallait déjà avoir un caméraman qui va vous demander beaucoup d'argent, aller faire un reportage avec des professionnels et tout ça. Ces moyens-là que nous n'avons pas, nous l'avons aujourd'hui si nous utilisons nos portables. Maintenant, il y a un peu de connaissances qu'il faut avoir, c'est-à-dire savoir comment utiliser ce portable-là et comment formuler le message que nous voulons faire entendre. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas tout simplement d'avoir de la connexion et des appareils pour pouvoir faire entendre. Il faut savoir déjà le message que je veux faire comprendre et comment faire comprendre ce message-là. Mais ça, c'est un travail que tout le monde peut faire. Il suffit aujourd'hui juste d'avoir la volonté. Autre chose que la digitalisation aujourd'hui permet, c'est qu'elle rend accessible la connaissance. Hier, on en a parlé, comme où tirer, où prendre des connaissances concernant, par exemple, le féminisme. Aujourd'hui, si on visite certaines plateformes, on voit qu'il y a beaucoup de contenu qui parle du féminisme. Aujourd'hui, il y a des livres numériques qui permettent aux jeunes filles qui sont en tout cas intéressées par le sujet d'avoir de nouvelles connaissances et ainsi de suite. Maintenant,
Moi, quand on m'a donné le sujet, en parlant des groupes de femmes marginalisées, je me suis aussi interrogée sur les personnes qui n'ont pas forcément accès à ces outils-là. Parce que nous, de là où nous parlons, on peut dire c'est facile, il faut trouver un portable, il faut trouver de la connexion, mais nous ne devons pas oublier que quelque part dans le monde, il y a aussi des femmes, des jeunes qui n'ont même pas accès à l'Internet. Maintenant, comment faire pour que ces personnes-là puissent avoir accès à l'Internet? Comment faire pour sensibiliser sur l'utilisation que nous pouvons avoir? Mais ça reste des outils qui sont hyper importants et ça, aujourd'hui, je pense que tout le monde est conscient de l'impact que ça a eu sur nos combats. Oui. Au Sénégal, si je peux donner des exemples, il y a eu beaucoup de campagnes qu'on a eu à mener. Aujourd'hui, si on a eu la criminalisation du viol, en quelque part quand même, le collectif de Fodoy, Warha TV, et ainsi de suite, on a fait des campagnes, on a créé des contenus allant dans ce sens. Aujourd'hui, on avait fait une campagne Justice pour Louise, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de campagnes que nous avons eues au Sénégal, et à un temps record, nous avons eu l'effet de ce que nous souhaitons. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est un véritable outil qu'il faut maîtriser, dompter et utiliser pour avoir gain de cause. Merci beaucoup, Fatou. Merci. Il ne faut pas passer le micro parce qu'il y a une question qui m'est venue en tête juste, mais que tu avais commencé à répondre. C'est comment Warha TV a pu donner la parole aux femmes. Parce que je sais que d'une manière ou d'une autre, Warha TV sort de l'ordinaire, essaie d'aller en contact des femmes. Vous avez dit tout à l'heure là qu'il y a ces personnes qui n'ont pas accès à Internet. Certes, c'est très facile d'utiliser le digital pour passer le message que nous souhaitons passer, surtout pour savoir quels sont les types de messages adaptés à nos cibles. Mais vous sortez carrément de cet espace disponible que nous avons en tant que féministes pour aller donner la parole à ces femmes qui sont dans des zones assez reculées. En faisant, c'est-à-dire je crée le lien entre ce système-là et votre poste de conseillère au niveau de Pékin pour savoir, c'est-à-dire est-ce que le fait d'aller en contact des femmes, de produire des contenus assez intéressants a impacté votre vision des choses et vous a conduit vers la municipalité de Pékin, ou qu'est-ce qui s'est passé réellement entre ces deux choses? Ouais, c'est véritablement, je peux dire, c'est le travail que nous faisons avec Warha TV qui m'a valu ce titre-là, parce que moi, je ne suis pas encore politique, je n'appartiens à aucun parti. C'est les jeunes de mon quartier qui ont décidé que je dois prendre place à cette municipalité-là. Donc, ils m'ont investi comme ça et je me suis retrouvée conseillère municipale. Parce qu'effectivement, nous, Warha TV, c'est une plateforme de production de contenu féministe. Parce que ce qu'il faut éviter dans le digital, aussi, je l'ai dit tout à l'heure, à un temps record, on peut créer des contenus qui peuvent faire le tour du monde, même pas 24 heures. Mais quel type de contenu? Parce que aussi, il faut le dire, ce système-là, c'est le capitalisme, donc c'est patriarcat. Quels sont les types de contenus qui ont beaucoup plus de vues? Comment créer le buzz? Et souvent, ces contenus-là ne valorisent pas les femmes. Et donc, dans le monde rural, j'ai vu le travail qu'elles sont en train de faire. Hier, Tata Fat Awa Diop a cité par exemple l'exemple de Afropes. Afropes, moi je l'ai dit dans un reportage que nous avons fait, c'est un cas d'école en termes d'organisation communautaire de base qui a pu aujourd'hui avoir un local, avoir des ressources, des revenus extraordinaires. Je suis partie dans d'autres localités et j'ai vu le travail que ces femmes faisaient. Mais ce travail-là n'est pas visible. Et ces femmes-là, quand on parle du féminisme parfois, c'est comme si, à un moment donné, avec Boisseau, on faisait des caravanes. Nous avions comme l'impression que notre militantisme est resté à Dakar, en fait. Parce que le féminisme, en quelque sorte, parce que quand nous sommes allés dans le Sénégal des profondeurs, les femmes ne savaient pas ce qui se passait. Alors que ces femmes-là, c'est des femmes qui travaillent pour leur autonomisation, qui sont conscientes des violences qu'elles subissent, qui sont en train de poser des actes pour éradiquer ce phénomène-là. Mais elles n'ont pas accès au digital, ou elles ne connaissent pas. Et donc le but, c'était d'essayer de voir comment les sensibiliser, comment essayer de les former, mais également comment produire des contenus sur elles pour véritablement visibiliser le travail qu'elles sont en train de faire. Merci. Merci beaucoup, Fatou. Des visuels pour un combat quelconque.
si j'ai bonne mémoire, la dernière action que vous avez réalisée relève de Lucas du Burkina. Elle a produit en un temps record, elle a produit des visuels qu'il fallait pour contrecarrer la musique en fait qui faisait la promotion de viol, des discriminations, d'inégalités. Et en un temps record, avec nos sœurs du Burkina, en fait, elles ont pu stopper la diffusion de la musique dans les zones, au Burkina, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est pour dire que c'est quand même un travail extraordinaire. Elle a créé des visuels, elle a créé la campagne, on a trouvé ensemble des hashtags et c'est parti comme ça a pris les réseaux sociaux. Comment vous faites? Votre engagement est dû à quoi? Et comment, avec des actions comme ça, vous parvenez vraiment à impacter, à utiliser le digital pour promouvoir l'égalité des sexes dans votre communauté et même au-delà de votre communauté? Très heureuse d'être là aujourd'hui, de faire de nouvelles rencontres, donc de nouvelles connexions. Mais avant aujourd'hui, on va parler tu as dit, de féminisme et en même temps de digital. C'est mon travail, donc je suis social media manager. Alors pour répondre, c'est mon travail, je suis social media manager, je travaille dans la communication depuis maintenant 7 années. Donc je crée du contenu et pour moi c'est normal de mettre cette ressource-là au service en fait du féminisme. Mais avant de parler de féminisme et en même temps de digital, pour moi c'est important de revenir sur les différentes générations et leur rapport avec le digital. Parce que ce qui est intéressant ici dans cet espace, c'est qu'on voit différentes générations. Donc pour moi c'est important de revenir dessus. Alors quand on parle de révolution digitale, on a ceux qu'on appelle les baby boomers qui sont nés entre 1945 et 1965 et ceux qu'on appelle la génération X qui sont nés entre 1965 et 1980. Alors ces deux générations ne sont pas nées avec le numérique, n'ont pas tout de suite connu le digital, mais à la différence des baby boomers, la génération X, elle, a dû s'éduquer sur le digital parce que finalement ça a été une révolution qui a touché tous les systèmes. Ensuite, les baby boomers, eux, ont pris ce qu'ils pouvaient prendre du digital, c'est-à-dire avoir un téléphone, pouvoir envoyer des messages, et ça suffit largement pour eux. Ensuite, on a la génération la plus intéressante, notre génération, la génération Y, qui est née dans le digital, qui a grandi en fait avec toute cette révolution numérique. On a vu naître Internet, on a vu les premiers blogs. Je ne sais pas qui a eu Skyblock ici. On a grandi avec les premiers blogs, on a vu naître Facebook, Instagram, on a été dessus, on a posté nos photos et on est toujours dessus d'ailleurs. On est avec le digital et on est en face de tout ce qui est révolution digitale, on est là au taquet, on attend, on a envahi Threads. Qui est ce Threads? C'est bien. Et enfin, il y a cette génération Z, la génération qui est née après 2000, qui est née carrément avec un téléphone dans les mains. On peut pas être d'accord. Non. Mais là, elle est en train de nous attaquer. On peut pas être d'accord. Non. Cette génération hyper connectée. Et puis en fait, quand on prend l'ensemble de toute cette génération, ce serait aveugle de ne pas reconnaître que le digital est dans notre quotidien. On vit carrément avec. Quand on se réveille matin, la première chose qu'on soulève, c'est notre téléphone pour voir ce qui s'est passé, l'actualité et de partout. Donc, pour parler dans la lutte pour les droits, la reprise de flambeau par cette nouvelle génération-là, finalement, elle va se faire avec les outils de son ère. Donc, les outils de son ère sont bien évidemment le numérique, le digital, donc par ricochet les réseaux sociaux et tout. Donc, on lutte sur les réseaux sociaux. Il y a des organisations ici, je suppose, qui ont une page Facebook, qui ont une page Instagram, qui partagent leurs actions sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est devenu légitime en fait de parler en fait de féminisme sur les réseaux sociaux parce que ça a un fort impact. Faut le dire, le numérique a
je ne vais pas dire faciliter, mais à fluidifier notre travail. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide pour nous de communiquer. Et si on prend le cas, par exemple, des réseaux sociaux, c'est tout aussi fluide, c'est tout aussi rapide. Mais ce qui est très important avec les réseaux sociaux, c'est que c'est en même temps engageant et fédérateur. Ce qu'on recherche, c'est de l'impact. Et les réseaux sociaux ont un impact, donc c'est tout à fait légitime en fait qu'on soit dessus. On voit aujourd'hui des campagnes de plaidoyer qui sont faites sur les réseaux sociaux par rapport à la dernière campagne dont tu parlais. Kadiatou, donc ça a été fait sur les réseaux sociaux, donc c'est un artiste dont je ne citerai pas le nom ici, qui a produit une chanson pour inciter les personnes à violer une personne qui est devenue folle. Je ne comprends pas comment est-ce qu'il a pu produire cette chanson-là. Il était nominé au Koundé d'or. Donc s'il y a des Burkinabés ici, voilà, donc il était nominé au Koundé d'or et vraiment nous on a vraiment communiqué dessus, on a produit une vidéo parce que la chanson était en mouré et tout le monde ne comprenait pas forcément, donc on a dû traduire sa chanson, produire une vidéo, produire des affiches, donc sur Instagram, sur Facebook, on a envahi les réseaux et finalement ça a eu l'impact que ça a eu. Mais faut dire en fait que les réseaux sociaux n'ont pas toujours été dans notre lutte. On a plusieurs booms et ce que moi j'appelle des booms, c'est des grandes explosions qui font qu'on nous entend de partout. Et cette révolution a commencé avec le hashtag MeToo, en français Balance ton port, où on a vu beaucoup de témoignages qui finalement ont révolutionné le féminisme du web qu'on appelle féminisme 2.0, qui ont encouragé certaines personnes à créer des médias. Aujourd'hui, on a plus en plus de plateformes féministes. On a eu aussi ce boom en Afrique francophone précisément avec le hashtag lancé par Bintou Mariam Traoré, vraie femme africaine, qui aussi a tout mélangé sur les réseaux, et on continue d'avoir ce boom avec les impacts, les posts de tout un chacun. Aujourd'hui, en tant que militantes féministes, nous sommes devenues des créatrices de contenu à part entière. Le fait de se lever le matin et de témoigner sur les réseaux, de parler d'un problème, de parler de sexisme et tout, c'est en fait créer du contenu sur les réseaux sociaux, et ça alimente en fait notre légitimité à être sur les réseaux. J'ai une métaphore par rapport au digital. Pour moi, le digital, c'est comme un grand portail. Un portail par lequel tout le monde passe dès le petit matin. Il y a des allers-retours. Il faut lutter en fait pour avoir une affiche sur ce portail-là, pour être vu. Et on ne doit pas arrêter de parler, de dénoncer sur les réseaux, parce que finalement, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie quotidienne. Il faut qu'on continue à dénoncer pour pouvoir avoir nos affiches aussi sur ce portail, pour que tout le monde puisse le voir, pour que les politiques puissent le voir et tout. Et par rapport à ça, donc pour parler de cette révolution-là, il y a Waraki TV qui existe. On a vu en fait Jigen TV aussi. Il y a des podcasts féministes. Et d'ailleurs, peut-être c'est un exercice que je vais donner à tout le monde, mais ce serait bien que après, quand vous allez prendre la prise de parole, peut-être pour des questions, que chacune puisse donner une référence sur les digitales qu'elle suit, je sais pas, peut-être un podcast qu'elle écoute, une page Instagram qu'elle aime bien, pour qu'on puisse aller se connecter si jamais on n'est pas connecté. Et finalement, en fait, comment on a cet impact-là, c'est justement parce que on crée du contenu et ça nous rend légitimes. Et c'est tout ce contenu-là qui finalement, je pense, a un grand impact, parce que c'est un miroir sur le monde. Tout le monde voit ce qui se passe. Aujourd'hui, le digital, c'est comme c'est notre média à nous, parce qu'on n'est pas forcément vu sur les médias traditionnels. Et c'est vraiment notre arme pour continuer à défendre ces droits égalitaires. Merci. Un territoire, comme on le dit. Mais vu que certains pensent que ce n'est pas un travail, l'activisme sur le digital, ce n'est pas du tout un travail. Vous n'êtes pas en train de travailler, allez sur le terrain. Ici, vous ne faites que parler. On le dit très souvent, peut-être beaucoup parmi nous l'ont entendu, plusieurs fois d'ailleurs.
Non, toi tu travailles pas. Elle ne fait que parler sur les réseaux sociaux. Ton palais là, c'est pas travail. On ne sait même pas ce que tu racontes. En fait, chaque fois, on trouve toujours des éléments qui rabaissent, donc des éléments qui nous mettent à terre. Quand on va dans la communauté, on dit non, elle essaie juste de se faire voir, non, elle veut juste attirer l'attention des gens sur soi, non, c'est parce qu'elle n'a pas de vocation. Et si elle travaille sur le digital, c'est la même chose. À un moment donné, on n'arrête pas de dire encore une fois que chaque féministe doit pouvoir vivre pleinement son féminisme, quelle que soit la manière. On n'est pas obligé de lutter de la même manière. C'est pas possible. Il faut que nous parvenons à respecter chaque féministe dans sa position, chaque féministe dans sa lutte, chaque féministe dans son combat propre à elle, tout simplement. On me rappelle que je suis... Ah, voilà. On me rappelle que je suis modératrice. Je reviens dans mon palais. Merci, ma sœur. Pour partager, apprendre des unes et des autres. Alors, il faut savoir que les nouvelles technologies constituent pour moi en tout cas des éléments essentiels dans l'effort de promotion des droits des femmes, mais aussi de l'autonomisation des femmes et des filles d'une manière générale grâce à la rapidité de la diffusion des messages. Parce qu'on ne le veuille ou pas, aujourd'hui il te suffit juste de faire... je ne sais pas, d'écrire sur Twitter ou bien sur Instagram et que des milliers de personnes à travers le monde puissent voir ton message ou bien le travail que tu es en train de faire, mais aussi à la portée. Parce qu'aujourd'hui, le travail des femmes ou bien des filles d'une manière générale, des féministes, c'est comment les féministes ou bien les femmes, les militantes ont utilisé le numérique pour amplifier leur voix. En fait, pour moi, les féministes ou bien les militantes ont utilisé le numérique pour partager les expériences, pour apprendre, mais aussi pour informer. Parce qu'à travers le travail qu'on est en train de faire, les campagnes de communication ou bien les campagnes de plaidoyer qu'on est en train de faire, c'est grâce à ce numérique-là qu'on est entendu. Et pour moi, c'est important d'impacter positivement nos communautés, mais aussi d'avoir le grand public. Parce que oui, aujourd'hui, parler de la question du féminisme, c'est très compliqué dans nos contextes. Oui, en Afrique de l'Ouest, j'ai envie de dire, on a à peu près les mêmes problèmes. Et que c'est grâce à ce numérique-là qu'on va voir le travail de nos sœurs du Guinée, de nos sœurs du Mali. Et ça permet pour moi, au-delà de raffermir les liens, mais aussi de pouvoir appuyer le travail des autres. Parce que je n'ai pas besoin d'être malienne pour être vraiment impactée par le travail des Maliennes. Parce que sur Twitter, tu vois des questions qui sont posées ou bien des problématiques qui sont posées, qui ne viennent pas de ton pays, mais tu as l'impression en réalité que ces problèmes-là, c'est des problèmes du Sénégal ou bien de notre pays. Et pour moi, aujourd'hui, les féministes ont aussi utilisé les médias sociaux pour influencer les politiques publiques. Parce que, oui, on veut des changements de nos lois, on veut des changements des politiques publiques nous concernant les droits des femmes et des filles d'une manière générale, mais dans les campagnes qu'on est en train de faire, forcément, on va impacter le grand public et les décideurs. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, si je prends l'exemple, Waha a parlé de Dafadoy, la campagne qu'on a eu à faire, qui a abouti en réalité à cette loi criminalisant le viol et la pédophilie. Maintenant, on avait fait une autre campagne à travers le comité de plaidoyer pour l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste au niveau du Sénégal, qui s'appelait la campagne Oui Wallou. Parce qu'à un moment, on avait senti carrément, le comité avait senti qu'au niveau des réseaux sociaux, la question n'est plus posée et tout. Et la campagne Oui Wallou, je ne sais pas comment on va traduire ça en français, au secours exactement, a permis au niveau du Sénégal, sur les réseaux sociaux, de poser le débat de la question de l'avortement médicalisé en cas de viol ou d'inceste. Et ça a eu beaucoup d'impact au niveau du Sénégal. Tout le monde en parlait et on est allé jusqu'à ce que les antidroits, j'ai envie de dire, sont sortis pour nous jeter des pierres. Il y a une de nos sœurs, Amissa Ho, il y a d'autres aussi qui ont été victimes de menaces de mort sur ces questions d'avortement médicalisé. Juste pour vous dire que
Le travail qu'on est en train de faire avec le digital ou bien avec le numérique d'une manière générale impacte considérablement la communauté ou bien les décideurs. Alors, autre chose que j'aimerais dire et qui est pour moi important, parce que pour moi, la digitalisation a permis aujourd'hui de nous mettre en synergie. Parce qu'en Afrique, je le disais tantôt, on a à peu près les mêmes problèmes, on a à peu près les mêmes situations dans nos pays. C'est grâce à ce numérique-là qu'on est arrivé à faire des travaux en ligne, parce que de créer des campagnes communes. Parce que tout simplement, la COVID-19 nous a montré qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre. On n'a pas besoin d'être au bureau pour travailler. Donc, à travers le numérique-là, on est vraiment arrivé à faire ce travail en synergie, mais surtout à se soutenir mutuellement. Tu vois, au niveau des réseaux sociaux aussi, qu'en réalité, des féministes sont menacées, menaces de mort ou bien même menaces de viol, et que derrière, tu vois d'autres féministes qui sont là à appuyer, à aller au front, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est important parce qu'on crée des liens. Combien d'entre vous, on se connaît pas, mais au niveau des réseaux sociaux, on se connaît en fait. Juste pour vous dire que, en fait, l'impact qu'a les réseaux sociaux sur les liens qu'on peut se créer, mais aussi sur cette synergie d'action qu'on peut faire. Avant de couper, je termine sur une chose qui est essentielle pour moi. Parce que pour moi, les histoires des unes et des autres, pour moi, c'est important. C'est important parce que les histoires que nous entendons au niveau des réseaux sociaux nous permettent, en fait, peut-être une autre personne a vécu la même chose. Elle n'a pas osé parler. Peut-être une autre personne a été témoin de ces méfaits-là. Elle n'a pas osé parler. Mais l'influence que les autres ont, je vois des sœurs féministes qui partagent leurs expériences au niveau des réseaux sociaux. Et ça me permet, moi, en tant que peut-être une féministe ou bien un activiste qui n'avait pas le courage d'en parler, de pouvoir libérer la voix des femmes. Et surtout ça, pour moi aussi, pour terminer juste là, ça a libéré la voix des femmes. Parce qu'on n'avait pas cette possibilité-là d'être dans nos médias traditionnels et de prendre la parole, mais surtout de parler des questions qui sont essentielles. La question de l'avortement, sur la question des mariages d'enfants, sur la question des mutilations génitales féminines. Et c'est grâce à ces numériques-là qu'on a pu libérer la parole des femmes et des filles au niveau de l'Afrique d'une manière générale. Merci beaucoup, Djenaba. Vous ne savez pas qu'on est ensemble, c'est quand il y a un problème. Vous vous rendez compte que même si on ne se parle pas, même si on ne se connaît pas, même si... en fait, c'est comme si on attend juste un petit problème pour passer à l'attaque. On est là, ça ne passe pas en fait. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important ce travail collégial que nous sommes en train d'abattre à tous les niveaux, à travers, que ça soit surtout sur les réseaux sociaux, de telle sorte que les gens ont peur parfois de dire des conneries maintenant sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment dû aux différentes prises d'opposition des féministes sur les questions féministes, encore une fois. Donc c'est important d'être tranchant, c'est important de pouvoir se soutenir et dire qu'on est là tout ensemble, on va serrer les coudes et on va continuer à pousser devant pour les faire peur un peu encore. Donc on va continuer. Djenaba, on va revenir avec toi plus tard. Mais cette fois-ci, on va continuer avec notre sœur Vanessa Metou. Ah ouais. Vanessa Metou. Donc cette fois, on va aller dans l'univers du Congo. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez aussi des problèmes religieux, des problèmes communautaires qui vous empêchent effectivement de tenir, de prendre position dans votre lutte, surtout dans l'utilisation du digital? Parce que ce qui se pose souvent, c'est que si nous sommes dans une zone où la religion pèse, où la tradition pèse, à un moment donné, ça se répercute sur notre piste d'opposition partout et à tout moment en fait. Est-ce que vous êtes confronté à ça ou est-ce que vous prenez librement la parole à travers le digital sans problème? Comment vous utilisez le digital pour amplifier la voix des femmes et surtout lutter pour l'égalité des sexes? Donc,
Mais il y a que les réseaux sociaux restent, ou le digital, on va dire, reste un thermomètre qui permet au moins de sonder l'opinion publique. Parce que, comme on l'a dit, ça devient un peu l'endroit où on évoque toutes les questions de société qu'on estime être, ne pas être normales. Et ça interpelle forcément les pouvoirs publics qui se sentent redevables et qui vont par la suite, si par exemple c'est une histoire qui concerne certains agents de l'État ou encore des personnalités publiques, ben forcément, si ça fait le tollé sur la plate, on a une plateforme dont je ne vais pas faire la propagande, mais qui en fait relaie toutes les informations, même les plus cachées. On se dit, ah, on a écouté sur cette plateforme. Parler de la plateforme, on veut bien, ah oui, on veut bien aller suivre aussi la plateforme. Hein. Non, mais ce serait faire de la propagande, mais qu'à cela ne tienne, donc tout le monde va sur cette plateforme et on sait ce qui se fait. Et à la suite, même quand des fois les autorités, ils nient en premier, mais si ça s'amplifie sur la toile, finalement, ils vont rectifier ou ils vont confirmer ou encore ils vont chercher à contrôler l'information eux-mêmes. Donc ça montre du poids et de l'impact qu'ont les réseaux sociaux et le digital sur la vie de la société, en ce sens où ça donne un droit de jugement sur l'action publique, mais également un pouvoir pour, un moyen de contrôle pour les citoyens et de dénoncer. Donc je pense que de manière générale, le digital permet justement dans nos actions, dans nos luttes au quotidien, comme l'ont dit mes sœurs, d'apporter une visibilité, d'amplifier notre action à travers justement une audience qu'on a plus large. C'est vraiment là l'un des avantages des réseaux sociaux, c'est que notre message est capable d'atteindre différentes couches sociales et différentes personnes à différents endroits du monde. Et donc ça donne un accent particulier sur la portée du message qu'on délivre par rapport à notre engagement. C'est un espace de dénonciation, comme on l'a dit, de concertation, d'échange, de partage d'expériences aussi, mais aussi de relais d'informations. On a vu comment le hashtag #MeToo est devenu viral, mais c'est également l'occasion pour nous de se servir de cet outil pour justement dénoncer ce qui ne va pas dans notre environnement, dans notre condition de femme, mais malheureusement, on tombe très souvent, puisque c'est viral, on est dans le Congo ça, nous-mêmes, on ne se rend pas compte, des fois, on relaie des bad buzz sur d'autres femmes. C'est là où il y a un danger entre comment on se sert des réseaux sociaux nous-mêmes pour amplifier notre action, mais comment aussi en transmettant la chaîne de « tu as vu la vidéo XY ?» Comment nous-mêmes on fait du mal à nos propres sœurs. Donc ça, c'est un aspect également auquel on devrait faire attention. Et ça permet notamment de faire des sondages. Parce que je ne sais pas comment ça se passe au Sénégal, mais chez nous, on a un problème avec les statistiques. Quel que soit le projet que tu veux faire, tu as le manque de data. Donc avec le numérique, justement, on peut faire des sondages en ligne, on peut pouvoir avoir des statistiques réelles sur la question qu'on veut essayer de fixer à notre niveau. Et les campagnes digitales, mes sœurs en ont déjà parlé. Et donc, il y a un autre aspect que j'aimerais aborder pour terminer sur cette question. Il y a les opportunités économiques des femmes à travers le digital. Aujourd'hui, on a plusieurs femmes qui sont lancées dans le e-commerce et ça, c'est encore l'un des avantages du digital qui réduit les inégalités économiques parce que grâce au numérique, les femmes peuvent se lancer dans des activités économiques et ça, c'est un impact positif. Et donc, pour la question du Congo, je vais, par rapport à mes actions au quotidien, il y a que on est en Afrique, mais on a les yeux ouverts sur le monde. Et l'un des avantages du digital, c'est de vous apporter des compétences, mais également de vous permettre de vous externaliser, même en étant chez vous. Et avec le projet sur lequel nous travaillons avec ma fondation, c'est justement, on est parti du constat, comme le disait ma sœur au début, qu'il y a un gap. Si pour nous, aujourd'hui, l'accès au numérique, les filles en milieu urbain, c'est normal, on se lève avec un téléphone, mais cette réalité n'est pas la même pour les filles en zone rurale. Certaines n'ont même jamais vu de smartphone, ne savent pas comment se servir des outils numériques. Et donc, c'est vraiment, nous aussi, dans notre lutte féministe, c'est de se dire comment on peut mettre à portée les outils qu'on a qui nous permettent à nous de libérer la parole ou de continuer à sensibiliser sur davantage de droits et de prise en compte de la condition de la femme dans la société pour ne pas laisser de côté une catégorie de la population, d'autres femmes qui en ont tout autant besoin.
Merci beaucoup. Accepter de travailler dessus, de se taire dessus. Donc si vous parvenez à travers votre plateforme, si vous parvenez à contrôler l'action publique avec ces éléments, c'est extraordinaire ce que vous faites, surtout en s'assurant de dénoncer, en s'assurant d'amplifier la voix de ces femmes, de ces jeunes filles qui n'ont pas la possibilité de se faire entendre. J'ai une question qui est assez intéressante, je pense. Est-ce que quelqu'un ici parmi vous a été au centre d'une polémique sur Internet? D'abord, les panélistes. Dans la salle, j'en vois plein et, et je sais. Mais Megan, il y a Megan qui lève. Megan, on a envie de t'écouter, oui. Vas-y. On va dire toutes les féministes ivoiriennes. Et il y a eu, si vous vous souvenez, un journaliste qui s'est permis de faire venir le mot m'énerve, un ex-violeur, je n'ai pas d'un ex-violeur, quelqu'un qui a violé, qui était en prison, qui est revenu. Et il a demandé au monsieur, je n'ai même pas dit le ex, c'est ce qui me fait mal, de reproduire la scène et de demander au monsieur, quand tu les violais, est-ce qu'elles avaient des oreilles, est-ce qu'elles ont joui? Et ce jour-là, toute la Ligue, en fait, avec toutes les organisations sont levées pour aller faire un sit-in qui n'était pas contrôlé. Et le bashing derrière, il a été... Elles sont impolies, elles sont frustrées, elles sont mal baisées. C'est le mot qu'on reçoit très souvent. Elles sont mal baisées. Comment est-ce qu'on a réagi? On a réagi, on va dire, comme tout à l'heure, quelqu'un en a parlé, dans la sororité. Parce que c'était toutes les féministes ivoiriennes qui étaient contre ça. Et au-delà, bon, moi je parle de ce que j'ai vu là, en étant dans le feu de l'action. Et ce qui s'est passé, c'est que la sororité a permis en fait de faire, on va dire, de faire front en fait. Et un truc qui n'avait jamais existé en Côte d'Ivoire, une pétition qui a marché. Une pétition qui a marché contre la haute autorité de la communication et qui a dit que le monsieur soit enlevé de l'antenne, le monsieur violeur, il est parti en prison. Mais même si on n'a pas eu l'effet qu'on voulait, on voulait plus de répression. Mais cela, à cause de ça aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens ont peur, comme elle a dit, de dire n'importe quoi sur le viol. Mais nous, au début, on a eu beaucoup de bashing, on a eu de la dépression. Et on va dire qu'au niveau de la Ligue, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on a une psychologue qui nous aide parce qu'à un moment, c'est trop quoi. Et ce qu'on fait, moi, je m'appelle la reine du blocage. Oui, j'ai plus le temps de faire de la pédagogie. J'ai déjà passé ce cap-là. Maintenant, quelqu'un me provoque, qui me fatigue dans ma santé mentale, je le... La toile, moi, j'ai l'habitude je suis plutôt quelqu'un de passif. Et là, il y avait l'émission de Voice Afrique francophone. Et donc, on était en train de présenter les panélistes. Et nous, on a une chanteuse, car moi, je crois que certains la connaissent, qui est, j'oublie le nom, Daphné. Daphné a été victime de viol pendant son enfance. Et donc, elle a eu le courage d'en parler. Elle a souffert de vaginite, elle a eu le courage d'en parler. Et elle a été... même pris par ONU Femmes Cameroun pour justement sensibiliser sur la question, était devenue une ambassadrice. Et donc quand moi je vois la photo d'elle assise à côté de Sidiki Diabata en train de rigoler, j'ai fait un post pour dire que moi mon cerveau de féministe bloque quand je vois une femme qui a été victime de violence, qui a d'ailleurs une fondation sur le sujet, s'asseoir sans complexe et rigoler à côté de quelqu'un qui est quand même accusé de faits graves comme le viol aussi. Mais là, je me suis prise je ne m'attendais tellement pas à ça, c'était la première fois, je me suis prise une volée, je dis de toute l'Afrique francophone, les Maliens, même les Camerounais, oui c'est ce qu'on dit, on est allé très loin jusqu'à remettre en question, tu parles d'un sujet précis, on te remet en question ta beauté, ton intelligence, ta sexualité. C'était à telle enseigne que vraiment, j'ai dû fermer Twitter. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça a montré aussi le clivage comment je peux dire, de sensibilité, parce qu'en ce moment aussi, et c'est ce que j'aime beaucoup aussi chez les féministes ivoiriennes, c'est Marie-Paul qui dit souvent qu'elles savent charger, mais elles sont descendues sur le sujet, les Camerounaises, tout le monde en fait a essayé, mais ça montrait qu'il y a des clivages. Beaucoup de gens avaient des idées pour soutenir Sidiki Diabaté, d'autres qui disaient que non, effectivement, c'est pas normal. Je finis en disant simplement que j'estime qu'il faut être cohérent dans les combats qu'on mène. Tu ne peux pas dire que tu as une association féministe, tu t'assois à côté de quelqu'un qui rigole. Même si c'est pour des raisons professionnelles, elle pouvait s'asseoir à côté de quelqu'un d'autre, ils étaient 4. Et en souriant, c'est ce que moi j'ai reproché, et donc voilà. Je suis Salima Toubalde.
Alors, je suis guinéenne d'origine, mais je vis en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai la chance d'avoir les deux. Alors, j'ai envie de vous partager la première des choses que disait tout à l'heure Megan. Avec tout ce qu'on est en train de vivre au niveau de la Côte d'Ivoire, le fait qu'il y ait le cas Yves Dembélé, ça a pu décanter plein de choses. Mais en plus de les bloquer aujourd'hui, on a la loi sur la cybercriminalité qui nous permet à chaque fois qu'il y a dérapage de porter plainte. Et la PLCC, c'est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, fait des recherches et met aux arrêts ces personnes-là. Donc à chaque fois qu'il y a dérapage, on arrive à porter plainte et à se faire accompagner. Il y a aussi ce plus-là. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays, mais c'est quelque chose aussi qu'il faut mettre en avant et c'est très important. Alors l'expérience chez nous, je parle de chez nous, chez moi c'est en Côte d'Ivoire, mais c'est aussi en Guinée. Je parle de l'expérience d'une sœur qui avait parlé du viol, la culture du viol, elle s'était opposée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était en plein mois de Ramadan, ils ont sorti des photos qu'elle avait fait à la plage pour dire que maintenant elle est devenue, c'est de la débauche, mettre ses photos sur internet, sur les pages et tout. Et quand on a vu ces photos, malgré que moi j'étais en Côte d'Ivoire et que c'est là-bas que je vis et tout, on s'est opposé, on a fait une pétition, on a écrit des articles parce que je suis journaliste de formation. On a dit que ça ne passe pas, vous enlevez tout ça et on n'est pas d'accord. Et c'est parti comme ça, on a fait des émissions, des podcasts et ça a marché. Ils ont retiré les photos et la personne s'est excusée. Je pense qu'à un moment donné, la synergie, c'est à notre niveau. On parle de sororité, il faut que ça soit une valeur sûre, quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer quand on est en mal. Et au niveau des féministes, c'est quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup, c'est quelque chose dont je bénéficie régulièrement. Aujourd'hui, quand il y a un problème, que ce soit au Bénin, au Congo, au Mali, au Burkina, je pense qu'il suffit, comme l'a dit Kadjatou, il suffit qu'on nous dise paix, on est parti, on charge. Et les Ivoiriennes sont connues pour charger dès qu'il y a un problème. Il suffit que nous on voit qu'il y a un problème, on est parti avec, on cherche et ce qui est bien, c'est que quand on commence à en parler, ça donne des résultats. Et c'est surtout ça qu'il faut continuer à mettre en avant. Riel, je suis fondatrice d'un média féministe, on va dire féminin au début, maintenant qui a viré carrément féministe depuis 2017, basé au Sénégal, mais notre média est vraiment panafricain. Et notre audience est vraiment plus France, Canada et les pays où il y a la diaspora africaine en fait. Donc moi, ce que j'ai envie de partager, c'est que on a eu un compte Instagram en 2017 et il y a 3 mois, on nous a désactivés sur Instagram à cause d'un post féministe. Donc on a l'habitude de poster beaucoup de choses, un peu de body positivisme. On écrit des choses sur les femmes, on fait des comparaisons, beaucoup de comparaisons entre l'apport des hommes et des femmes. Okay, et on avait une audience spéciale sur Instagram. Du coup, on faisait vraiment beaucoup plus de posts sur Instagram. On avait une audience spéciale sur Instagram et avec beaucoup d'interactions et tout. Et puis un jour, ça c'est moi qui l'ai posté, c'était même pas à l'ACM. J'ai posté un truc qu'on appelait, j'ai vu ça sur internet, en fait j'ai partagé, ça s'appelle Lettre aux hommes, je vais vous le lire, vous allez voir. Donc je l'ai posté cette fois-ci partout, hein, Facebook, Twitter et tout, et surtout sur Instagram. Donc Lettre aux hommes. Chers hommes, la première coquille protectrice des testicules a été utilisée au hockey sur glace en 1874. Et le premier casque de moto protecteur en 1974. Cela a donc pris 100 ans aux hommes pour enfin comprendre que le cerveau est aussi important. Signé une femme. Donc, et on a mis... Écoute, je m'aligne, je suis vraiment plus âgée que vous ici, donc je vais m'aligner du côté de Tata Dior, même si elle aussi c'est ma tata. Je voulais juste partager que je suis absolument tout comme elle, juste énergisée. Je tenais à être là parce qu'il y a toute une génération de jeunes féministes que je vois sur les réseaux sociaux, parce que je suis très présente. Effectivement, je suis guinégalaise, je suis basée à Dakar, ici, et je suis guinégalaise, hein, et je l'assume. Je l'assume, personne ne peut me dire autre chose. En Guinée, on dit que je suis sénégalaise.
au Sénégal, on dit que je suis guinéenne, donc j'ai dit je suis guinégalaise. Mais ce qui est important, c'est juste de dire cette solidarité de l'Afrique de l'Ouest francophone que je vois est absolument importante. On essaie, tout le monde de chaque côté. J'ai beaucoup travaillé donc sur l'inclusion numérique. C'est vrai que j'ai travaillé aussi, j'étais l'ancienne chargée de communication régionale pour ONU Femmes. Après, j'ai ouvert un cabinet, j'ai fait beaucoup de campagnes, Madame Digital, etc. Je suis très fière de ma petite princesse Kadiatou, Adja Idrissa Ba. Il y en a plein, Chanceline. Non, mais c'est pas... Moi, je suis aussi, je vous dis, j'ai une moitié, ma mère est congolaise, je suis née au Libéria. Vraiment, moi, je ne vois pas l'Afrique autrement que... Je suis vraiment panafricaine, c'est ça le mot. Et je voulais juste vous dire qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de voix féminines, pas sur les sujets féministes, et pas sur l'approche féministe de notre société, mais sur ces espaces d'expression, sur la politique, sur l'économie, sur des sujets qui sont importants aussi pour nos combats et nos luttes féministes. Et à un moment donné, donc nous, on a décidé de créer quelque chose qui s'appelle On en parle ici, sur Twitter. Il y en a pas mal qui savent, qui connaissent, on essaie. Pour le moment, la première cohorte, on a commencé en mai. Le hashtag, c'est On en parle ici. C'est très ouvert, c'est pas élitiste. Pour le moment, on a commencé avec 24 femmes, 12 pays. On aimerait bien étendre cela. Donc vraiment, comme votre représentante est ici et que vous connaissez, Fatou Warka, il y en a pas mal qui sont ici. Toutes celles qui veulent se joindre, je suis venue, j'ai dit à mes sœurs du groupe, j'ai dit, moi je vais aller recruter, parce que vous êtes trop molles, je vais aller chez les jeunes aujourd'hui. Donc vraiment, c'est ouvert parce que il y a des espaces très importants qui se tiennent et ce sont tenus par des jeunes hommes et ils disent toujours, mais on ne sait pas, on ne voit pas les femmes, elles ne sont pas intéressées, elles sont timides. Je leur ai dit, j'ai donné le défi à chacun d'entre eux. J'ai dit, appelez-moi, le jour où vous êtes prêts, je vous ramène plus de 100 jeunes femmes qui ont des choses à dire, qui sont percutantes, qui sont expertes dans tous les domaines et qui peuvent vous dire. Et donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais en tout cas, bravo, félicitations et continuez le combat. C'est vraiment magnifique de voir ce type de sororité. Et vous allez beaucoup plus loin là où nos aînés n'ont pas pu et c'est parce que c'est votre génération. Merci. Tout le monde, moi je m'appelle Awatine du Sénégal. Je fais partie du collectif Dafadoy, un collectif qui lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Alors, Tata Dior a dit tout à l'heure qu'on a eu donc la loi criminalisant le viol et la pédophilie. Et le collectif Dafadoy a fait un travail excellent pour donc avoir cette loi criminalisant le viol et la pédophilie. Et parler aussi de l'impact positif qu'il y a donc la digitalisation de nos luttes. Parce qu'avant donc d'avoir donc la loi criminalisant le viol et la pédophilie, le travail a été commencé à travers les réseaux sociaux. On avait eu donc certaines jeunes de la société civile avaient commencé donc à faire des contenus à travers les médias sociaux, que ce soit des visuels, que ce soit des vidéos qu'on partageait, et donc ça a eu de l'impact positif. J'aimerais aussi donc partager mon expérience personnelle par rapport à un plaidoyer que je menais au niveau de ma commune concernant donc l'accès à l'eau dans ma commune. Parfois, nous, en tant que femmes ou en tant que féministes, parfois on se croit forte intérieurement, mais à un moment donné de nos combats, on se sent très faible, surtout quand on est critiqué et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous anime à faire porter donc un plaidoyer. Moi, à un moment donné, vivant dans une commune où les femmes, on ne donne pas la parole à la femme et qu'on soit là, que ce soit à travers les médias sociaux et à travers les médias traditionnels, parler donc de l'impact ou bien donc des conséquences qu'il y a donc le manque d'eau dans une commune, c'est un peu complexe. À un moment donné, on a eu donc une plateforme qui luttait donc contre ce manque d'eau, mais à un moment donné, tout le monde s'est lassé et moi je me suis dit je vais me porter volontaire jusqu'à ce que j'ai donc solution. C'est là que je félicite et que je remercie mes sœurs qui sont là parce que pratiquement beaucoup de personnes ou beaucoup de féministes, je les ai connues à travers ce combat-là. Je disais souvent Djobas a soif. Ma commune s'appelle Djobas et je disais Djobas a soif. Et pratiquement à chaque fois que je faisais un post, toutes mes sœurs féministes qui sont là partageaient le post. Et non seulement ils partageaient le post, mais parfois ils faisaient des contenus juste pour m'encourager ou pour, comment on dit ça, me soutenir, m'aider à amplifier donc ma voix. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier Fatouar Khawsamb qui s'est déplacée, qui a fait des kilomètres jusqu'à Djobas. Elle a été sur place. Elle est allée voir les femmes et les problèmes qu'elles ont eu donc à rencontrer à travers donc ce manque d'eau.
Donc, merci Fatou Khassav. Merci ma sœur. Khadija, tu as posé la question de savoir est-ce que vous avez une fois été au cœur des actions polémiques sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai tout de suite pensé à un cas qui me fait rire parfois quand j'y pense. C'est le cas de l'enfant là, c'est une appellation en polar, je ne sais pas comment je vais littéralement, je sais pas, ma mort, à m'évanouir. C'est une manière de dire que j'aime le monsieur avec mes dernières forces en fait. C'est une manière de dire en fait à quel point elle aime le monsieur. En fait, comme tout le monde sait qu'on lutte contre toute forme de violence qui existe dans le pays, notamment les mariages d'enfants. On a été contacté, je pense que c'était en 2019, je pense si je ne me trompe pas. On a été contacté pour un cas de mariage forcé d'une jeune fille précoce et forcée. Alors, on nous a été contacté pour un cas de mariage forcé. Apparemment, là, parce qu'il faut le dire, au début, la fille, elle n'était pas du tout consentante, elle n'était pas du tout d'accord. Et quand, en fait, nous, on a été alertés, on a essayé tout de suite de mettre ça sur la toile, sur les réseaux sociaux. Je pense que peut-être, voilà, ça rappelle. Et tout de suite, là, ça crée des polémiques. Parce qu'en fait, la fille, après, je pense que ce sont ses parents, les proches qui sont venus la voir, n'écoutent pas ces féministes-là. Ce sont des briseuses de mariage, c'est comme ça on les appelle au pays. Il ne faut pas les écouter. Continue, en fait, il faut te battre pour ton foyer, il faut être là dans ton foyer et il faut faire, je pense que ce sont ces proches-là qui l'ont demandé vraiment de faire une vidéo pour dire en fait qu'elle est consentante et que c'est nous qui voulons en fait l'empêcher de se marier. Comme si c'était nous en fait, alors que c'était forcément pas le cas, c'était carrément pas le cas. Et la vidéo là a maintenant circulé sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, comme quoi nous sommes les briseuses de mariage, nous avons reçu une fausse information et nous ne sommes pas en train de faire le travail comme on est en train de le faire. Et je pense que ce qui est en fait, ce qui est vraiment, ce qui nous a marqué dans cette histoire, en fait, on a compris que nous avons des détracteurs qui nous attendent en fait. Parfois on est là, on pense qu'on fait du bon boulot, les gens sont en train de nous apprécier. On fait du bon boulot justement, nous on sait qu'on fait du bon boulot et on pense qu'on a des alliés en fait. Les gens sont là, nous applaudissent, mais il suffit de faire une petite erreur, moi je ne vais même pas appeler ça une erreur, pour que les gens viennent nous faire vraiment des commentaires assez négatifs, des commentaires vraiment qui sont parfois très pesants. Je ne vous raconte pas tout ce qu'on a eu à vécu sur les réseaux sociaux et les gens ont cru en fait que franchement on allait abandonner le combat, mais je pense que franchement ça nous a donné encore une force de plus, ça nous a vraiment donné une force de plus pour qu'on puisse vraiment continuer le combat. Merci. Sa sœur qui était en contact avec nous, donc qui a pris ses photos de mariage pour nous envoyer pour dire que sa petite sœur n'a pas d'issue, il faut qu'on l'aide. Donc nous, dans la panique, on était encore très jeunes. Je rappelle que le club, c'est quand même des filles. Bon, on était encore plus jeunes. On avait peut-être 16 ans, 17 ans et tout. En réfléchissant, on s'est dit, bah, tiens, peut-être la seule chose qu'on pourra faire maintenant et pour stopper, c'est mettre sa photo sur Internet et alerter que c'est un mariage précoce et forcé. Et ce qu'il faut faire d'urgence, si vous connaissez l'endroit, prière de nous indiquer pour que nous puissions agir. C'était ça le message. Et malheureusement, en fait, la fille revient vers nous pour nous dire si vous entendez Monsieur Ba, le nom de son mari, c'est El Salamata. Donc, elle ne demande pas aux briseuses au foyer de se mêler de sa vie. Donc, c'est comme si c'était vraiment, en fait, un boom qu'on attendait. Donc, tout le monde s'est mêlé de la situation. Je vous dis, durant un mois, il y avait assez de tollé sur nous. Les médias en parlaient, les autorités en parlaient. Les personnes qu'on considérait comme nos supports en parlaient. Et en ce moment, on était là. En fait, c'est comme si on était isolés dans une sphère. On ne savait pas où mettre la tête. Et nous, on a opté pour le silence. Nous, on a décidé de se taire. Personne n'a réagi. Absolument personne. On a laissé l'eau couler. Les gens ont parlé comme ils voulaient. Et un mois plus tard, non, je pense 2 mois plus tard, on a fait une vidéo, on est revenu pour dire qu'on a bien fait et que si c'était à refaire, on allait refaire. Et on a bien insulté les détracteurs dans le cas pour dire ce sont les violeurs là qui pensent que ça ne va pas marcher. Et on a bien répondu. Mais c'est pour dire que c'était assez chaud. Ce sont les mêmes personnes qui nous insultaient quand il y a eu mariage d'enfants et viol. Ce sont les mêmes personnes qui sont revenues encore vers nous pour demander notre aide. Pour dire que votre travail, ça sert. Et voilà. Les interventions de chacune, je vois l'impact que notre présence sur les réseaux a dans nos vies. Et je pense qu'on est en train de banaliser un peu cet impact-là.
Parce que avant, je le disais hier à quelqu'un, avant, je ne comprenais pas comment on peut dire que des activistes dépriment, qu'elles se suicident, qu'elles meurent et tout ça. Et maintenant, en écoutant chacune dire facilement, parce que le mot est très léger quand on dit « ça a été difficile pour moi, ça a été juste dur ». Le mot est facile par rapport à ce que la personne vit. Et il y a des gens parmi nous qui ne sont pas encore relevés de ça. Donc ça m'emmène juste à nous rappeler de l'impact que ça a dans nos vies et surtout de créer également des espaces de guérison pour ça. Parce que parfois, peut-être on n'en parle pas, on se dit ça a été dur, mais ça va pas. Chanceline disait tout à l'heure, quand je sors, je fais la forte, mais au fond, je suis seule à savoir ce qui se passe. Et donc, je pense qu'il faut susciter des cadres de guérison, pas forcément des cadres de guérison parce que j'ai crié que je suis malade, mais des cadres de guérison pour savoir qu'en fait, nous traversons toutes, consciemment ou inconsciemment, les mêmes difficultés qui ont besoin d'être guéries. Je voudrais aborder juste un second point par rapport à l'utilisation du digital, justement. La lettre est arrivée. Donc, justement, par rapport à l'utilisation du digital, c'est vrai que nous utilisons le digital peut-être en maîtrisant un peu, mais il y a des femmes qui utilisent le digital sans maîtriser ce que c'est. Parce que dans ma communauté, par exemple, à un moment donné, il y avait des nudités des femmes qui se sont retrouvées sur les réseaux sociaux par elles-mêmes, en fait. Peut-être pour l'envoyer à quelqu'un, elle fait... Je me rappelle même, j'ai un oncle qui est... qui est député. Et dans un groupe de discussion, par erreur, il a envoyé une photo qu'il ne fallait pas. En tant que député, tu vois, il envoie une photo dans un groupe où il ne fallait pas. Donc, juste pour rappeler qu'il faut, oui, nous, on maîtrise un peu l'utilisation, mais pour les femmes avec lesquelles nous travaillons et que nous suscitons d'utiliser le digital, il faut de temps en temps leur donner des astuces sur l'utilisation du digital. Merci beaucoup. Je milite pour le collectif Plus Jamais Ça, qui lutte contre les violences obstétricales et gynécologiques, donc qui lutte contre la liberté que le corps de la santé prend sur les femmes. Donc nous, notre mouvement est né dans le digital. C'est à partir du digital qu'on a vu des réactions, c'est à partir du digital qu'on a vu des témoignages, et c'est de là qu'on a reçu un appel d'une dame, Marie-Hélène Sagna, et qu'on a tous rejoints. Maintenant, ça veut dire que nous, on est dans le digital et nos défis qu'on a en ce moment, c'est le fait de transférer cet impact que nous avons, parce que nous avons des vues, des likes, des commentaires. Le défi, c'est comment transférer cet engagement-là dans les faits réels. Parce que quand on appelle des gens, ils viennent, je vais rapidement. Après, dans l'action, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place? Autre chose, c'est par rapport à la fracture numérique. Quelles sont les solutions auxquelles vous pensez? Est-ce qu'on va faire une campagne auprès des autorités pour que cette fracture numérique soit réduite? Ou bien est-ce que nous allons mettre en place nous-mêmes nos moyens, sans oublier qu'il y a la formation sur la sécurité numérique? Elle vient d'en parler. Il y a la formation sur la sécurité numérique, aussi bien pour ceux qui utilisent le digital en tant que créateurs de contenu, ou bien ceux qui vont les utiliser comme, on va dire, comme récepteurs. Maintenant, j'ai une autre question concernant, oui, j'ai parlé de l'impact virtuel par rapport à l'impact physique. Ce sont les défis que vous rencontrez dans le digital. Quels sont les défis que vous rencontrez au jour le jour? Et quelles sont les perspectives auxquelles vous pensez dans votre activisme? Et comment vous pensez que vous pourrez faire de la création de synergie, la sororité avec le digital? Merci Thomas. Merci Thomas. Elle utilise un Thomas pour que je laisse passer. Un groupe homogène, il y a des diversités, y compris des diversités sexuelles. C'est-à-dire par exemple que nous avons les femmes lesbiennes, bisexuelles et trans qui sont là. Et comment est-ce que ces questions sont adressées? Parce que de mon expérience, effectivement, lorsque on sait que l'espace virtuel est l'espace du plus grand, où il y a le plus grand harcèlement à l'endroit des femmes. Et c'est très facile de harceler les personnes parce qu'on est derrière un écran, on dit tout ce qu'on a envie de dire et puis on se sent protégé. Ce que je peux vous dire en face, ce que je peux vous dire derrière l'écran, je ne peux pas vous le dire en face. Donc c'est très facile. Alors,
Et on sait que les femmes lesbiennes, bisexuelles, trans et queer sont extrêmement harcelées. Mais on voit très peu de voix qui les défendent dans l'espace virtuel. Donc quand on parle de sororité, effectivement, moi j'aimerais me demander, est-ce que la sororité elle est sélective ou est-ce qu'elle s'étend justement à toutes les communautés? Parce que quand les femmes lesbiennes, bisexuelles, queer, les personnes LGBTQI sont harcelées en ligne, il y a très peu de voix effectivement féministes, sorores pour les défendre. On se dit, oh ok, ce sujet-là, bon, on est réticent sur ces questions. Donc comment est-ce que vous l'adressez? Je reconnais effectivement que c'est difficile de l'adresser parce que on peut prendre beaucoup de choses sur soi, mais comment est-ce qu'on n'est pas sélectif effectivement dans la sororité ou sélectif dans la sororité? Donc c'est ma question pour toutes les panélistes, mais aussi pour tout le monde dans la salle. Podcast, parmi lesquelles conversations féminines que vous avez déjà sûrement entendues, ou pas. Alors, conversation féminine revient, en fait, interroge la place des femmes dans la société en règle générale. Nous sommes à la 2e saison et je vais m'arrêter là. Et ma contribution, c'était par rapport à la contribution de Azamad tout à l'heure, quand elle a dit en réalité qu'elle a retrouvé son compte Instagram, qui était quand même un compte sur lequel elle a travaillé de nombreuses années, qui a été supprimé du jour au lendemain. Je me permets juste de rappeler que des fois, quand on crée nos communautés sur les réseaux sociaux, il est important qu'à un moment, qu'on consolide ces communautés-là et qu'on les fasse croître ailleurs, pas sur la plateforme qui appartient à autrui. Parce que le jour où cet autrui décide, comme Elon Musk vient de le faire, pour X ou Y raison, de s'appeler X au lieu de Twitter, de changer ses règles, etc., on se retrouve si notre compte est fermé du jour au lendemain en perdant tout cet impact-là qu'on a pu constituer et qu'on a pu construire. Donc de garder en tête de bâtir nos communautés ailleurs, de pouvoir faire en sorte que ce soit sur nos propres sites ou sur nos propres plateformes. Parce qu'au-delà des règles de gestion, je pense que les années qui viennent vont être de plus en plus violentes en termes d'attaques qui vont être reçues par toutes celles qui se réclament féministes ou même adressant des questions liées aux droits des femmes et des questions liées aux minorités en règle générale. Les attaques se feront de plus en plus violentes, elles seront de plus en plus coordonnées. Donc il va être important que nous puissions continuer à garder des espaces où nous pouvons interagir, où nous pouvons agir et où nous pouvons continuer à partager, à avoir de l'impact. Parce que la madame disait ça tout à l'heure, c'est que le virtuel est aussi le réel, le virtuel est physique. Les gens à qui nous parlons sur Internet sont des personnes qui existent en réel. Donc il n'y a pas pour moi de séparation ou de ligne nette entre ces deux populations-là. Et du coup, il faut continuer à savoir entretenir cette conversation-là sur Internet, mais trouver des passerelles qui peuvent permettre de déboucher à des rencontres physiques. Mais si on a une communauté qui a une réelle audience que nous avons bâtie réellement, sur laquelle nous pouvons compter, ça permet de pouvoir se retrouver dans des espaces comme ça où nous sommes sortis des réseaux sociaux et revenus sur la vie réelle. Merci beaucoup, Kadiatou. Donc j'utilise mon art comme moyen d'expression pour sensibiliser, pour parler des droits de la femme, des violences et tout ça. Et donc, moi, en fait, sur les réseaux sociaux, comme j'utilise... Tu me stresses. Elle me stresse. Donc, en fait, moi, le truc, les réseaux sociaux, moi, je crois foncièrement qu'on peut changer les choses en parlant, en communiquant, en disant ce qui ne va pas. Et puis, je me dis que c'est par l'écoute aussi que ça passe, par l'écoute de l'autre, parce qu'on n'est pas tous au même niveau. Mais le problème que j'ai, c'est que parfois, je me retrouve, je vais dire, le cul entre deux chaises. Bon, les gens qui insultent direct, je les bloque. Mais des gens qui sont là et qui essayent d'argumenter et que tu sais qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on doit être radical? Non. Non. Les gens qui insultent, je bloque. Mais les gens qui sont là, qui argumentent quand même. Mais si on bloque tout le monde, qu'est-ce qu'on va changer? Qu'est-ce qu'on va changer si on bloque tout le monde? Moi, je pense que pour le changement, il faut discuter. Hein? Moi, j'ai dit que...
On ne cherche pas, hein, on bloque pas. Sur la sécurité en ligne des femmes. J'ai constaté qu'on n'en parle pas très souvent. On parle de digitalisation, de l'inclusion numérique des femmes en tant que telles. Mais je n'ai pas vu de structure ici au Sénégal qui insiste sur l'aspect sécurité des femmes en ligne. Les femmes sont harcelées en ligne. Les femmes connaissent la sextorsion, les harcèlements en ligne. Pour juste faire un témoignage, parce que je suis formatrice en communication digitale et sécurité en ligne, récemment j'ai eu à faire une formation dans la banlieue et il m'est arrivé qu'une fille, après la formation, a eu à créer un faux compte pour m'envoyer un message et me faire un témoignage sur une expérience qu'elle a vécue pendant cette période-là, parce que son demi-frère de même père lui a demandé des photos nudes. Son demi-frère de même père. Et elle m'a remercié en me disant, je te remercie parce que j'étais sur le point de faire l'erreur de ma vie. Tout cela parce que, à la fin de la formation, j'ai eu à dédier un petit module sur la sécurité des femmes en ligne. Donc, ne négligeons pas cet aspect-là, c'est très important parce que ça va de la santé mentale des femmes actuellement, surtout des activistes féministes. Merci. Une féministe de 1974 et je reste une féministe en 2023. Alors elle qui a pleuré quand elle disait que en 2015 elle avait eu un problème et que maintenant elle voit que cette solidarité, imaginez un peu ce que moi je peux ressentir après avoir fait tout ce trajet-là et voir qu'aujourd'hui le chemin que qu'on nous avait tracé et qu'on a emprunté et élargi pour la jeune génération, lorsque je vois que cette jeune génération-là fait ce travail-là, mais vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait, parce que ça me motive davantage à continuer le combat que je fais. Alors je voudrais simplement vous dire que ce que vous faites par rapport à la digitalisation, parce que je vais reconnaître que je suis nulle en informatique. Et c'est ça l'importance de l'intergénération. Vous savez pourquoi? Parce que on pense que c'est nous qui vous donnons, mais non. On donne et vous nous donnez. Parce que ce qui se passe avec les réseaux sociaux, les nouvelles générations, mais c'est d'une aide incroyable pour nous. Et ça nous apprend beaucoup de choses. Et je voudrais la féliciter, toutes celles qui travaillent dans ce domaine-là, toutes les femmes, et particulièrement. Hein? En même temps, je donnerai un exemple Fatou Arka, parce que on est là. Elle fait un travail remarquable. Et lorsque nous avons eu le problème de la criminalisation du viol, nous l'avons fait avec la JS et toutes les autres organisations féminines, hein, parce qu'on était derrière, on était très solidaires. Et lorsque on a fait, Fatou Arka a fait une vidéo sur la conférence de presse qu'on avait eu à faire, hein, mais je vous assure qu'elle a fait le tour et ça a été vraiment d'un apport extraordinaire pour qu'on reprenne le truc. Alors, je voudrais vous dire de continuer ce travail-là. Il faut qu'on soit solidaires, que vous soyez solidaires entre vous et que la voix des réseaux sociaux s'élève à chaque fois qu'il y a des violations des droits humains des femmes. Et je crois que ce n'est que comme ça que nous pourrons faire entendre la voix, comme on dit d'habitude, des sans-voix. Voilà, alors je vous remercie encore une fois et je vous dis continuez, vous êtes sur la bonne voie et je suis fière que la relève soit assurée. Tata, c'est notre tata chic. Hein? Le panel est à l'image de son thème en fait. C'est la digitalisation. Tout le monde a la parole. Maintenant, par rapport aux questions, je vais un tout petit peu répondre à une question et laisser les autres peut-être prendre les autres questions pour aller plus vite. Et je vais juste répondre à la question de madame pour parler du comment on peut peut-être concrétiser notre lutte. C'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de différences parce que quand on parle de campagne, venez, tout le monde a tendance à répondre, mais sur le terrain, ça peut donner une autre version.
bon, essayer peut-être de choisir les sujets avec la population, de les impliquer dès le début et de savoir qu'il n'y a pas la même... En fait, la force de mobilisation que nous pouvons avoir en ligne n'est pas pareille que ce que nous pouvons avoir sur le terrain. Mais l'essentiel, c'est d'aller jusqu'au bout pour pouvoir avoir gain de cause et aussi sensibiliser sur là, je ne sais plus quoi à dire, sinon dire merci plus profondément, surtout particulièrement à Tata Dior. Elle est la première femme procureure de la République du Sénégal. Ça, elle ne l'a pas dit. Donc moi, je pense que je suis hyper chanceuse de pouvoir déjà parler avec elle, vraiment je ne sais plus quoi dire, mais aussi peut-être finir pour saluer toutes les dames. Amisaho, elle fait beaucoup de choses aussi pour la cause des femmes, et j'ai vu, c'est comme ça que je vais finir, j'ai vu Madame Ndiaye là-bas. Elle, par contre, moi, quand j'ai fait le bac 2 fois, pour la première fois, je ne l'ai pas eu, et j'étais dans un état indescriptible. Je pense que c'est là où j'ai été dans des moments les plus profonds, les plus sombres de ma vie. Et elle a été là. C'est grâce à elle que j'ai eu le courage de reprendre le bac pour pouvoir le voir. Donc, je suis très contente de la voir ici. Et merci beaucoup. Merci Kadiatou pour la merveilleuse modération. C'est comme ça. Il faut donner la parole à tout le monde. Qui sont dans la salle. Moi, je veux juste répondre au défi. Je pense que le défi majeur ici, c'est le défi de la sécurité. Comme on en parlait, la sécurité numérique. Et ce serait de peut-être l'inscrire dans nos agendas et de voir comment former le plus d'activistes féministes à la sécurité numérique. Pour mon mot de fin, ce que j'aimerais, c'est encourager, en tout cas toutes ces féministes qui sont ici, à créer du contenu. Encourager la sœur à reprendre son média, c'est très important. Et c'est vraiment tous ces contenus-là qui renforcent notre légitimité sur ces plateformes et par ricochet qui vont renforcer l'impact qu'on peut avoir. Merci. Alors pour moi, c'est important de revenir sur une chose, c'est les limites du numérique. Parce qu'on est en train de dire oui, le numérique c'est bien, oui, on est d'accord, c'est bien, mais il y a des limites énormes du numérique. Aujourd'hui, si on voit au niveau des réseaux sociaux comment le corps des femmes est sexualisé, ça pose problème. Comment aujourd'hui le numérique peut permettre à certaines personnes de véhiculer vraiment des stéréotypes qui sont pas valorisants envers les femmes. Pour moi aujourd'hui, à travers ces limites-là, il faut qu'on trouve des stratégies pour travailler sur ces limites-là. Parce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux, mais on ne voit pas des réseaux sociaux qui travaillent sur les femmes politiques, qui vont mettre en valeur les femmes qui travaillent sur la politique, des femmes juristes ou bien des femmes médecins et tout. Mais on va plus voir qu'ils sont en train clairement de nous donner une standard de beauté, de nous dire qu'une femme doit être comme ça, on doit toutes faire la chirurgie, on doit être des femmes avec whatever. Il y a beaucoup de choses assez négatives qui sont en train de véhiculer à travers les réseaux sociaux. Et moi, ça joue énormément sur la santé mentale des femmes. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis que oui, c'est important sur la santé mentale parce que au niveau des réseaux sociaux, on nous montre des femmes qui sont hyper belles, qui sont ce machin truc et tout. Et moi, ça joue sur ma santé mentale. Et pour moi, aujourd'hui, il est important de travailler sur ces questions-là. Je termine par une chose. Oh. Allô? Oui, moi je vais revenir sur la question du harcèlement des femmes et aussi les limites de la sororité. Je pense qu'au-delà du combat de chacune d'entre nous, pour revenir sur la sécurité, il y a des choses auxquelles nous-mêmes on doit déjà être regardantes. On n'expose pas sa famille, son fils, ses proches sur les réseaux sociaux. Et il y a des informations sur la sécurité, le lieu où je me trouve, je ne suis pas obligée de poster. Et le réflexe qu'on devrait avoir avant de poster une chose, c'est se demander est-ce que cette photo, si quelqu'un d'autre qui ne m'apprécie pas tombe dessus, peut l'interpréter comment? Ça permet que nous-mêmes, on se mette à l'abri en créant un environnement sécuritaire, en faisant attention à ce qu'on poste. Et en ce qui concerne les limites de la sororité, je ne pense pas qu'il existe des limites. Je pense juste qu'on a chacun un positionnement différent.
Et on est tolérant parce que ce soit les féministes qui se revendiquent radicales, celles qui sont pour les transgenres, etc., chacun se positionne selon sa sensibilité, ses idéaux, ses valeurs, et on devrait pouvoir comprendre aussi cela. Si on parle de liberté d'expression, liberté de croyance, peut-être que pour les sœurs qui sont ancrées dans un ancrage religieux, elles ne toléreraient pas certaines choses que moi, une laïque, j'estime être normales. C'est là où justement, dans notre sororité, on doit se soutenir, mais en même temps, on doit être tolérante pour respecter les divergences de vues, mais du moment que chacune se met dans son rayon pour soutenir une cause qu'elle estime, moi je suis alignée avec cette cause, je me sens bien et j'ai envie de faire avancer l'agenda des femmes sur cette cause, je crois qu'on peut tous avancer ensemble sans pour autant... Une forte admiration pour elle. Aminata, bravo, merci. Moi, la première fois que j'ai vu Aminata, c'était au Niger, je ne sais pas, j'ai demandé qui. Je dis, c'est qui Aminata? On m'a dit, elle s'appelle Aminata. Je dis, elle est magnifique, elle est belle, elle a ce genre en elle, quand tu vois, tu ne peux pas passer. Il y a ce petit truc, hein?